Être heureux en amour grâce aux ondes quantiques, guérir sa peau grâce à une molécule miracle, les pseudosciences, il y en a partout, ça donne l'air intelligent, mais on vous ment. Faut-il alors les combattre? Peut-être pas. Car certaines pseudosciences ont permis de nombreuses avancées surprenantes. Les pseudosciences ont fait naître la chimie. Manipuler les éléments et transformer le plomb en or, l'alchimie, ça fait envie. Sauf que dans la vraie vie, pas d'échange équivalent ou de cercle de transmutation. Il a existé 3 grands types d'alchimie. La version chinoise et indienne, pour créer des élixirs d'immortalité et rajeunir le corps, et la version que vous connaissez tous. Contrairement à ce que vous pensez, elle n'est pas occidentale ou moyenâgeuse. Non, elle a pris sa source en Égypte et en Grèce. Plus que la vie éternelle, son but est de fabriquer de l'or. Sa théorie, c'est que chaque chose serait composée de 3 grands composants, sel, soufre et mercure. Bon, pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, plutôt des essences qui donnent leur propriété à tout ce qui nous entoure. Plus quelque chose résiste au feu, et plus il se compose de sel. S'il fond facilement, c'est qu'il contient beaucoup de mercure, et si ça crame, c'est qu'il y a du soufre. Pour créer leur recette, ils ont trouvé des symboles pour tout ce qu'ils utilisaient. Genre ça, là, c'est le feu, et l'inverse te donne l'eau. Rajoute une barre, et tu obtiens la terre et l'air. Il y en a plein d'autres pour désigner chaque métaux ou ingrédient, avec le symbole ultime, l'or. À l'époque, ça représentait la perfection. Ils pensaient que chaque métal évoluait au cours de sa vie. Le cuivre se transforme en bronze, puis en fer, etc. Et si on attend assez longtemps, ils deviennent tous de l'or. C'est ça le vrai but de la pierre philosophale. Contrôler le vieillissement de toutes choses. Sur les humains pour les rajeunir et sur les métaux pour les vieillir. Donc ils ont fait des expériences, mélangeant des produits et ça marche. Il y a des réactions chimiques, mais c'est souvent du pif. Ça leur a quand même permis de découvrir des produits hyper importants, comme l'acide nitrique, capable de dissoudre presque n'importe quel métal. Un simple mélange de salpêtre, qu'on utilisait pour la poudre à canon, et du sulfate de cuivre. Et comment ils obtenaient la salpêtre ? En arrosant du bois, de la terre et du fumier avec de l'urine, pas vraiment de démarche scientifique, plus des expériences pour voir ce qui marchait ou pas. Il y a pas mal de représentations où on voit leurs travaux leur péter au visage. Ils ont quand même mis au point des outils essentiels comme l'alambic pour séparer 2 liquides dans un mélange, genre l'alcool et l'eau. La naissance de la distillation. Les bains-maries, la filtration, l'alcool pour conserver des produits, tout ça c'est eux. Sauf que ça manque de rigueur et que beaucoup de leurs réussites sont vues comme des interventions divines, parfois même impossibles à reproduire. C'est pour ça qu'au XVIIe, on pose les premières bases de la chimie moderne. On étudie les réactions, on prévoit les résultats, des départements universitaires voient le jour et finit la quête de la pierre philosophale. Maintenant, le but, c'est d'être utile à la société. Métallurgie, agriculture, médecine, tous les domaines peuvent en bénéficier, surtout en se débarrassant des notions de mysticisme et de religion. Bon, ça n'a pas empêché de grands scientifiques de continuer en secret. Isaac Newton a plus travaillé sur la recherche de la pierre philosophale que sur ses théories sur la gravité. Plus d'1 million de mots et d'expériences découverts chez lui après sa mort. Et il avait peut-être pas tout à fait tort d'insister, parce que transformer un métal en or, on a réussi à le faire. Il suffit de bombarder du mercure avec des neutrons. Mais c'est trop bien, on va pouvoir devenir riche. Alors, comment dire ? Déjà, on parle pas d'une plaque de métal, mais juste de quelques atomes totalement invisibles à l'œil nu. En plus, ils sont devenus radioactifs à cause du bombardement. Et ce genre de technique, tu le fais pas avec le matos de ta cuisine. Beaucoup trop coûteux pour être rentable. Reste que ce vieux rêve de l'humanité a été réalisé. L'astrologie a permis la conquête de l'espace. Les grands événements de l'humanité coïncident souvent avec des épisodes cosmiques, comme la chute de Constantinople, prise par les Ottomans alors que ses murs la rendaient complètement imprenable. La cité tenait bon et repoussait les envahisseurs à chaque tentative. Mais la nuit du 22 mai, un événement annonciateur de grands changements a eu lieu, une éclipse lunaire. Une semaine après, la ville tombe et l'Empire romain d'Orient avec elle. Les astrologues avaient raison. Ouais, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les 80 000 Ottomans d'un côté contre seulement 7 000 hommes de l'autre. La plupart étaient juste des volontaires qui avaient jamais suivi d'entraînement. Rajoute à ça 1 mois et demi de siège, des tensions politiques entre les murs, et regarde la taille des canons utilisés pour tomber les fortifications. Ça tire des boulets de plus de 500 kilos, et ils en avaient 62. La ville n'avait aucune chance. Surtout que Constantine a perdu 1 semaine après l'éclipse. Si ça avait vraiment été un signe, ça aurait dû être dès le lendemain. 1 mois et demi plus tard, ou même 1 an, les astrologues y auraient quand même vu un signe. Et puis, on a connu plus fiable. C'est un événement qui se produit quand la Terre se trouve pile poil entre le Soleil et la Lune. Son ombre la camoufle pendant un instant et ça arrive environ 3 fois par an. Pareil pour les solaires, sauf que cette fois, c'est la Lune qui est entre les deux. C'est censé représenter un nouveau commencement et des opportunités. Mais à une époque, c'était un signe de destruction et de fin du monde. C'est tout le problème de l'astrologie. On peut faire dire ce qu'on veut à n'importe quel astre.
normal, notre cerveau a besoin de comprendre. Pour lui, il y a une raison à tout. Si vous lisez votre horoscope le matin, il va chercher un moment de la journée qui va correspondre pour se rassurer. Mais ça peut être utile. Les études ont montré qu'en lisant un positif, les volontaires réussissaient mieux les tests. Si c'est l'inverse, les résultats chutent. Notre cerveau s'auto-persuade. Oubliez aussi le fait de deviner les personnalités en fonction des signes astrologiques. On a donné une description astrologique à des cobayes, 80% pensaient que ça correspondait à leur signe, alors que c'était pas le cas. C'est l'effet Barnum, un mécanisme très puissant qui s'appuie sur 3 biais cognitifs. Je viens de faire un tour sur un site de personnalité. Visiblement, je serais taureau, lion, poisson, cancer et balance à la fois. Même les experts savent pas faire la différence. En 1980, on a demandé à 28 astrologues de lier 100 cartes célestes aux candidats correspondants. Ils se sont tous plantés. Ils avaient pourtant tous validé les paramètres de l'expérience. Le taux de réussite est le même que s'ils avaient répondu au hasard. Rebelote en 2024. Cette fois, ils sont 150 et doivent trouver le signe d'une personne après lui avoir posé une série de questions. Encore raté. Pire encore, les experts sont d'accord entre eux que dans 28% des cas. Il n'y a même pas de méthode à suivre. En même temps, personne n'a jamais été capable de prouver quoi que ce soit dans le domaine. Comment les astres nous influencent ? On sait pas. Pourquoi 2 jumeaux qui ont la même date de naissance et donc le même signe ont des personnalités différentes ? Aucune idée. Surtout que le système solaire est en mouvement constant. Il faut 165 ans pour que Neptune fasse le tour du Soleil. Impossible qu'elle soit dans le coin entre février et mars pour influencer les poissons. Pourtant, ça n'a pas empêché des grands noms de s'y intéresser. L'un des premiers disciple de Freud étudiait en cachette les signes de ses patients pour trouver une raison à leur comportement. Spoiler, il a fini rejeté par tous les autres psychanalystes. Je serai pas aussi catégorique. D'accord, c'est pas le mouvement d'une planète à 591 millions de kilomètres qui va me faire décider si je dois prendre un latte ou un cappuccino. Mais ça a quand même apporté de bonnes choses. À une époque où les lois de la physique et de l'espace étaient inconnues, l'homme avait besoin de trouver des réponses, donc il s'est tourné vers les étoiles. Des générations d'astrologues ont observé le ciel et cartographié la voûte céleste. On a des siècles de données, utiles pour l'astronomie, la conquête spatiale et prévoir le passage des comètes. Pour faire toutes ces observations, ils ont dû créer des outils, l'astrolabe par exemple, permettant de calculer la position des astres. Hyper utile en navigation. Maintenant on a des versions modernes, mais le principe reste le même. Ils ont aussi beaucoup influencé les maths en créant la trigonométrie sphérique. Les bases de calcul qu'ils ont posées sont maintenant utilisées dans les algorithmes permettant de prévoir les événements célestes, la météo ou même perfectionner les IA. Les arnaques qui ont sauvé nos cerveaux. Il y a des gens comme ça, ils ont des têtes de criminels. Imaginez une science qui permettrait de les détecter et de les surveiller avant leurs crimes. Ce n'est pas le scénario de Minority Report ou de Black Mirror, mais une pseudo-science les plus florissantes du 19e siècle, la phrénologie. La théorie, c'est que le cerveau serait composé de différents muscles. Chacun correspond à une spécialité, instinct de reproduction, agressivité, perception des formes, mathématiques, etc. Ils sont là dès la naissance, plus une zone est importante, plus ça se voit dans la personnalité. Mais pas que, les muscles ça prend de la place, donc plus ça va former une bosse qui se verra de l'extérieur. On était capable de vous dire si vous étiez bon en sport, en littérature ou un manipulateur juste en mesurant votre tête. C'est de là que vient l'expression « avoir la bosse des maths ». Ça a même été utilisé pour prévoir le comportement humain. Est-ce que vous êtes atteint de schizophrénie ? Est-ce qu'un criminel va récidiver ? On mesure le crâne et on a la réponse. Rien qu'aux États-Unis, 29 prisons utilisaient cette méthode pour décider si quelqu'un pouvait sortir. Forcément, ça a aussi servi d'argument pour justifier que la génétique était le premier facteur responsable de l'intelligence, et donc que certaines ethnies étaient supérieures. Complètement faux. C'est vrai que d'un continent à l'autre, la forme du crâne est différente, mais c'est aussi valable dans une même famille. Tout peut dépendre d'un simple gène, RUNX2. Il contrôle la croissance des os et des dents, une petite modification et votre crâne sera différent. Mais il y a aussi les traumatismes, les opérations. J'ai passé mon enfance à grimper dans les arbres et à tomber, et mes bosses m'ont pas rendu plus intelligent ou sociable. Surtout que sous nos cheveux et notre crâne se trouvent 3 autres couches protectrices, les méninges, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Du coup, notre cerveau ne suit pas du tout les contours de notre tête. C'est pas la seule preuve qui est venue détruire la théorie. En réalisant des ablations dans le cerveau d'animaux, un médecin français a prouvé que le cervelet avait des fonctions différentes de celles annoncées par les phrénologistes. On a aussi découvert la partie qui contrôle le langage, la zone de Broca. Un accident à cet endroit et vous êtes incapable de parler. Par contre, vous comprenez toujours ce que vous disent les autres, l'opposé de ce qui était prévu. De toute façon, les experts étaient jamais d'accord. Certains pensaient que les facultés étaient réparties en 27 zones, pour d'autres c'était
c'était carrément 40. Et avec l'imagerie moderne, on a définitivement enterré la théorie et ses préjugés racistes. Pourtant, la phrénologie a grandement participé à l'avancée de la science. Pour la première fois, on a mis en avant que différentes régions du cerveau avaient chacune une fonction propre. Ils s'étaient complètement plantés dans le fonctionnement et la répartition, mais en étudiant de plus près, on a appris à mieux cartographier le cerveau. Ils ont aussi mis au point des outils et des techniques permettant aux neurosciences de voir le jour. Dans la vie du quotidien, aussi, ils ont laissé leurs traces. On vous le disait, les milieux carcéraux et psychiatriques y ont beaucoup eu recours. On pensait qu'en entraînant les bonnes zones du cerveau, on pouvait rétablir un bon fonctionnement. C'est grâce à ça que la réinsertion a vu le jour et que les hôpitaux psychiatriques ont commencé à mettre en place des techniques plus humaines pour venir en aide à leurs patients. D'autres sciences un peu bizarres ont aussi permis de faire des avancées dans ce domaine. À la même époque, le mesmérisme a vu le jour. D'après son créateur, tout est parcouru par un flux d'énergie, le magnétisme animal. Quand il est perturbé, ça entraîne toutes sortes de maladies. Mais lui peut le réaligner et guérir absolument tout. En plus, il y a plusieurs courants de pensée. Les psychofluidistes qui croient au fonctionnement, les spiritualistes qui pensent que le fluide représente l'intervention de Dieu et les... Quoi ? Attends, mais il y en a qui pensent que ça existe pas, mais que si tu imagines que ça fonctionne, ça va marcher quand même. Ils appellent ça l'imaginationnisme. Non, mais à un moment, il y a de l'abus. Là, les gens sont carrément ok pour se faire arnaquer. Faut arrêter les connes. Vous l'aurez compris, niveau preuves, il y avait pas grand chose, pour pas dire absolument rien. Le roi Louis XVI a chargé une commission d'étudier ça. Dedans, 4 médecins, 5 membres de l'Académie des sciences et des grands noms comme un des pères de la chimie et Benjamin Franklin. Ouais, le futur président des États-Unis, rien que ça. Les tests sont simples, on a demandé à un expert de magnétiser un arbre ou un verre d'eau pour déclencher des symptômes chez un patient. Pas de bol, le premier patient s'évanouit devant le mauvais arbre et l'autre est pris de convulsions en buvant un verre d'eau parfaitement normal. Leur conclusion ? L'imagination sans magnétisme produit des convulsions, le magnétisme sans imagination ne produit rien. C'est bien ce que je disais. Au final, en prouvant que ça n'existait pas, ils ont surtout mis en avant la capacité de suggestion de l'esprit. C'est là-dessus que s'est basée l'hypnose en psychologie pour explorer le subconscient humain. Ça a aussi permis de mettre en avant quelque chose de peu connu à l'époque. Penser subir un traitement qui nous aide à guérir pousse le corps à réagir dans le sens attendu, l'effet placebo. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'herbalisme, un placebo à 17 milliards. Vous savez déjà de quoi on va vous parler, hein. Forcément, quand on parle d'effets placebo et de plantes, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'homéopathie. Et dans notre pays, on est champion. En 2019, plus de 70% des Français croient à son efficacité, 1 sur 2 l'utilise. Pourtant, à l'origine, on trouve quelque chose de très sérieux qui a sauvé l'humanité pendant des milliers d'années. L'art d'utiliser les plantes, la phytothérapie. On trouve des traces de plantes médicinales sur des fouilles archéologiques vieux de plus de 60 000 ans. On a même trouvé une tablette datant de 3000 ans avant Jésus-Christ contenant la recette de 12 médicaments différents. À l'intérieur, plus de 250 plantes. Et on en utilise encore certaines aujourd'hui. Alors quoi ? Nos ancêtres reconnaissaient directement les plantes qui étaient bonnes pour nous ? Oui et non. Lâchés dans la nature, on serait incapable de faire la différence entre un poison ou quelque chose de comestible. Eux, ils avaient l'avantage de l'expérience. Plusieurs centaines de milliers d'années de tentatives, transmises de génération en génération. Il y a dû y avoir pas mal d'empoisonnements dans le tas. Épidémies, virus, parasites, blessures. Les plantes seraient le moyen de lutter contre toutes les maladies et nous on se contente de gober des pilules. En fait on en utilise bien plus que ce qu'on pense. 25% des médicaments contiennent des plantes, 35% si on compte ceux qu'on synthétise mais qui sont des copies de ce que crée la nature. L'OMS a même reconnu les propriétés de plus d'une centaine de plantes utilisées en médecine traditionnelle. Le problème c'est que ça a donné des pratiques un peu hasardeuses, genre la théorie des signatures. Si la forme d'une plante ressemble à un cœur, alors elle soigne les problèmes cardiaques. Manger une noix aiderait donc à la bonne santé du cerveau. Bon, la plupart du temps ça allait et ça créait pas trop de soucis. Mais ça peut être dangereux, regardez ça. De plus près, on dirait un peu une langue de serpent. Du coup, ça sert forcément à soigner les morsures venimeuses. Perdu. Elle contient des produits chimiques, entraînant la paralysie à très haute dose. On peut quand même en avoir dans le jardin. La teneur dans chaque fleur est très faible. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Malheureusement, c'est sur ce même principe que se base l'homéopathie. Pour eux, si un produit entraîne des problèmes à haute dose, alors il peut les guérir à faible dose. Oui, si un serpent vous mord, il faudrait récupérer le venin, le diluer dans un verre d'eau et le boire. Ne faites pas ça. Mais du coup, ils doivent mettre des produits vachement dangereux dans leurs médicaments. Comment ça se fait qu'ils puissent les vendre ? Tout est dans la dilution. On prend un gramme du principe actif qu'on dilue dans 10 ou 100 fois plus d'eau suivant le cas. Ça fait déjà pas beaucoup, mais après on recommence avec 1 gramme de mélange, encore et encore. Si vous voyez marqué 30 CH à l'arrière d'une boîte, c'est que l'opération a été répétée 30 fois. Ça paraît pas tant que ça, mais pour que vous vous rendiez compte, ça veut dire qu'il faudrait donner 2 milliards de doses chaque seconde à 6 milliards de personnes pendant
4 milliards d'années pour que quelqu'un finisse par recevoir une seule molécule du produit. C'est pour ça que les produits n'ont pas besoin d'études cliniques, ils ne contiennent plus rien à part du sucre. Alors, certains ont bien essayé d'expliquer le phénomène avec la mémoire de l'eau. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Il y a bien des labos qui ont prouvé le mécanisme, mais souvent l'étude a été commanditée par une entreprise homéopathique. Et quand on leur demande de reproduire les résultats, ça marche plus. C'est pour ça que la théorie a été complètement invalidée. Il faut voir les produits qu'ils utilisent, le plus souvent des plantes dont les propriétés sont connues. Mais si on prend ce genre de produit, on trouve carrément du foie de canard, ou même des abeilles entières. Au final, toutes les pseudosciences ont commencé comme des sciences, avec des expériences, des études, des erreurs, il y avait des présupposés faux, mais ils pouvaient pas forcément le savoir. Et tous les chercheurs qui ont dédié leur vie ne le faisaient pas de mauvaise foi. On peut même les remercier d'une façon. Non, le vrai problème, c'est de continuer d'y croire. Pire encore, de la vendre, quand des dizaines d'expériences sérieuses ont prouvé que c'était du pipeau. Produit de beauté quantique, courant d'énergie tellurique, petit à petit, elle mène à des déviances qui peuvent être dangereuses. 70% des victimes de cancer se tournent vers d'autres formes de médecine en complément. Le plus souvent pour mieux supporter les symptômes, mais ça peut venir en opposition avec les traitements et ralentir la guérison. Il y a encore le cas du MMS, la solution minérale miracle, censée soigner le sida, le cancer, la grippe ou même l'autisme. Au final, c'était juste de l'eau de javel et des milliers de personnes ont fini à l'hôpital quand elles ont eu de la chance. C'est toujours important de prendre du recul face à ce genre de pratique. Est-ce que ça a été testé, étudié? Quels sont les risques? Et pour ça, on n'est pas trop mauvais. 63% des Français croient plus les scientifiques que les politiciens.